candidats du RHDP en campagne. 2 médecins français sont en Côte d'Ivoire, en toute discrétion. Et ils sont en train de s'occuper de la santé du candidat du RHDP. C'est bien, on a un candidat qui sera en bonne santé, dont la santé sera surveillée. Ok. Alors, je suis en train de dire que le Nord est moins fréquenté par la plupart des candidats. Bon, ils y vont là, comme ils l'ont dit. Mais M. Ouattara, je voulais donner une information très importante. À Bandoukou, utilisation, d'accord, abusive des moyens de l'État. Et personne, d'accord, personne, je dis bien, personne des candidats n'ont pu dénoncer cela. Donc, quand on parle du 4e mandat, il faut effectivement comprendre que ce 4e mandat est illégal. Et dans la pratique, ceux qui pensent changer les choses par les urnes ne dénoncent même pas en fait les choses qui ne sont pas en place. Non, on voit que Don Melo a contesté. Oui, la diffusion. Je n'ai pas des eu. spots, Je n'ai pas prêt à diffuser en tout cas. Non, les spots non, j'ai pas eu de communiqué suite, d'accord, à la visite du chef de l'État avec l'hélicoptère d'État à Bandoukou. Il n'y a pas eu de communiqué de la part de M. Awa Dombelo. C'est très important parce que quand on compétit à part égale, on ne compétit pas avec les moyens de l'État et les autres, en fait, d'accord, sont mis en minorité. Et c'est même plus pour vous, en fait, les gens qui allaient voter. Il aurait mieux fait de prendre un Falcon Jet. On veut des candidats qui vont faire des promesses aux populations. On leur demande d'aller être des dénonciateurs. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, le bras de fer se poursuit entre le Front commun, le régime du président Ouattara. Laurent Gbagbo annonce qu'il s'exprimera dans les prochains jours. À quoi faut-il s'attendre? Que prépare le président du PPACI? Pendant ce temps, le procureur met en garde contre toutes les personnes qui seront interpellées. Il précise, je cite, le parquet aura la main lourde lorsqu'il s'agira de prendre des réquisitions. Et sur le terrain, la campagne se poursuit pour les candidats retenus pour cette présidentielle. Pour décrypter toute cette actualité, comme d'habitude, on reçoit dans la bande le président Jean-Paul Auro. Bonsoir, président. Bonsoir, Carlyle. Maître Kakou, bonsoir. Bonsoir, Carlyle. Vincent, bonsoir. Bonsoir, Norbert. Bonsoir, Carlyle. Ça va bien, merci. Et en duplex, Jean-Yves Drouet. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir, Carlyle. Monsieur, le Conseil stratégique et politique du PPACI s'est réuni ce mercredi en session extraordinaire autour du président Laurent Gbagbo. Et à l'issue de cette rencontre, le PPACI a réaffirmé sa détermination à poursuivre résolument la lutte au sein du Front commun. Il me semble que le président a prévu de prendre la parole dans les prochains jours, le président Gbagbo. À quoi faut-il s'attendre? Qu'est-ce qu'il pourra bien dire dans ce moment que nous vivons et surtout à quelques jours de la présidentielle, à 10 jours quasiment de la présidentielle? Alors, tout dépendra, d'accord, de la situation sur le terrain. Je dis bien sur le terrain parce qu'aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une exclusivité, que le PPACI, le Front commun, les partis en fait alliés au Front commun sont dans les rues, manifestent contre ce 4e mandat qu'il juge illégal de M. Alassane Dramane Ouattara. Des prises de parole ont été entendues et sues de tout le monde. On a eu Damana Pikas qui s'est adressé hier aux différentes sections des partis politiques, principalement le PPACI et le PDCI-RDA et les partis partenaires. Et on a eu également Mme Pucherik Balé qui, voilà, quotidiennement fait le point de la journée en ce qui concerne les différentes manifestations en Côte d'Ivoire. Donc nous attendons, moi, à mon humble avis, cela dépendra de la situation évolutive sur le terrain. Nous avions eu le 11, le week-end dernier, la marche qui était annulée, mais on sait qu'il y a une marche éclatée, spontanée à travers le pays, pas sur le tronçon l'itinéraire principal qui était indiqué de l'hôtel Ivoire à Sokosé. Donc il y aura certainement aussi une marche d'une telle ampleur le 18, le samedi. Et donc nous aviserons par la suite. Mais je ne peux pas vous dire sincèrement qu'est-ce qu'il en est d'une décision. Nous aviserons, pas vous. Non, je peux aviser en tant qu'analyste, tout simplement. Voilà, je peux aviser en tant qu'analyste. Mais après, nous aviserons de toutes les façons, nous avons constaté. Vous donnerez un mot d'ordre, c'est ça? Ah, mais non, ça n'a strictement rien à voir. mais effectivement, mais j'ai hâte aussi, comme tout le monde, Carlyle, parce que certaines personnes pensent à un revirement spectaculaire en ce qui concerne une participation potentielle ou probable. Un soutien candidat. Un soutien candidat. C'est un scénario qui revient depuis. C'est l'un des souhaits, en fait, en tout cas, du président Auro. Mais bon, moi, je n'y pense absolument pas. Frontal. Non, mais parce que le président me suggère en off de dire ce qui se passe en off, en fait, en in. Donc, je le fais. Alors, voilà. Donc, mais pour moi, je pense que... Rassurez-vous, le groupe vit bien. Donc. Absolument, absolument. Donc, nous attendons, tout simplement. Bon, comme vous envoyez, vous attaquez frontalement le président, je vous laisse répondre.
Ok, avant de répondre, d'abord faire une petite dédicace à un monsieur qui se prénomme Serge au niveau du supermarché Auchan à la Défense, qui est un fidèle téléspectateur de la bande à Carlyle. Là, comme vous remerciera pour cette pub. Voilà. Moi, avant de répondre, je voudrais d'abord répondre à ta question. Ça m'aidera à avoir une réaction à l'intervention de Atou Blanc. Aujourd'hui, pour moi, Laurent Gbagbo est dans une situation, il n'est pas à la croisée des chemins, comme on pourrait le dire. Non, Laurent Gbagbo est, personnellement, comme j'aime le dire, il est à la fin de son parcours politique. Il est à la fin de sa vie politique. Bon. Il est plutôt vers la fin que vers le début. Quand on est à la fin d'une situation, on n'a pas la même action, on n'a pas les mêmes réactions que lorsqu'on est au début d'une action. Donc, ceux qui attendent Laurent Gbagbo sur le terrain de la revendication tonitruante et insurrectionnelle, parce qu'ils l'ont connu en 90 et en 95 de cette façon, l'homme est passé, je dirais, par le feu des événements de 2010, il est passé par le feu de la CPI. Je pense qu'il y a des choses qui ont changé. Mais à côté de cela aussi, il est conscient que derrière lui ou à côté de lui, il y a une nouvelle génération. Ceux-là, quel héritage politique va-t-il leur laisser? C'est moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la tête de Laurent Gbagbo, c'est tous ces événements-là, c'est toutes ces choses-là qui bouillonnent. Et puis, certainement, il va en tirer les bonnes leçons et poser l'acte qu'il faut pour que demain, l'histoire de la Côte d'Ivoire retienne ça de lui, garde ça de lui. Très souvent, on dit, ce qui est bon dans une chose, ce n'est pas son commencement, hein, c'est sa fin. C'est ce que les gens retiennent. Et pour moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, et ce en quoi je crois, c'est que Laurent Gbagbo mobilise ses anciens amis de la gauche, c'est-à-dire c'est un conseil que vous allez. Awa Dombelo. Oui, là je me mets dans la peau du conseiller. Du split doctor. Voilà. Il mobilise Simon Gbagbo, il mobilise Awa Dombelo. Et ils les appellent autour d'une table pour qu'ensemble ils pensent la façon de sortir et de faire tomber Alassane Ouattara, de faire que son 4e mandat là ne se réalise pas. Bon réveil à tous. Et pour moi, la seule chose qui pourra nous amener à ça, c'est le vote massif des Ivoiriens. Regardons un peu du côté de la belle famille, on comprendra. Je reste du côté de la Ligue du vote. Avec Maître Kakou. Bonne appellation, Carlyle. J'aurais, Carlyle, voulu croire en ce que dit le président Jean-Paul Aureau. Mais lorsqu'on lit la déclaration finale de ce comité restreint du PPACI, la ligne elle est claire. Il n'y aura aucune autre alternative que la contestation de ce 4e mandat dans les rues, quoi qu'il en coûtera aux auteurs de cette forme de rejet de l'injustice qui est faite aujourd'hui au président Laurent Gbagbo. J'ai parlé d'injustice, c'est en tout cas comme tel qu'il vit cette situation-là, il n'a cessé de le clamer depuis son retour en Côte d'Ivoire. Il n'acceptera jamais de finir sa carrière politique sur une condamnation comme un voleur. Il s'en défendra toujours. Il s'en défendra donc avec une logique qui est plutôt claire, une logique camusienne. J'ai compris qu'il ne fallait pas seulement dénoncer l'injustice, il fallait jusqu'à donner sa vie pour la combattre. Et donc cette stratégie-là, qui est aujourd'hui celle du PPACI et de ses alliés du Front commun, elle est claire, elle est évidente. Il n'y aura pas de soutien. On peut le regretter. Vous avez parlé de Ligue du vote. Oui, moi je suis de ceux qui considèrent qu'il fallait aller voter. Je le considère, je le pense encore aujourd'hui. Mais il n'y aura pas de soutien clair du président Laurent Gbagbo. Il n'y aura aucune instruction en ce sens de sa part. Je peux me tromper. Mais bon, je ne parierai pas grand-chose là-dessus, sur une erreur, en tout cas, de lecture de la prise de parole du président Laurent Gbagbo. Et donc, aujourd'hui, le président en a parlé, il est au soir d'une carrière politique. Quel sera le dernier combat de Laurent Gbagbo? Un combat contre le 4e mandat avec un appel massif au boycott?
eh ben, nous aurons l'occasion d'en savoir davantage dans les jours qui viennent. Et nous nous excusons pour ce petit incident de plateau tout à l'heure. Jean-Yves Doué, vous en tant que jeune, comme vous revendiquez sur ce plateau, qu'est-ce que vous attendez de la part du président Gbagbo à travers cette prise de parole? Non, il n'y a pas, bon, je ne vais pas donner peut-être ma position, je dirais ce que moi je veux personnellement. Je vais plutôt en fait faire une analyse de la situation. On sait que le président Laurent Gbagbo a toujours été accroché à des valeurs démocratiques. Voilà, et donc c'est lui-même, en tout cas tous ceux qui attendent le président Gbagbo sur ce terrain de l'insurrection, ils ne l'auront pas, que ce soit du côté du gouvernement ou que par certains militants, je pense qu'ils ne l'auront pas parce que le président Laurent Gbagbo, à son retour de la CPI, lorsqu'il recevait le PDCI pour mettre en place le fonds commun, il est revenu sur une anecdote qu'il a eue avec le président Bédié quant à l'idée de mettre en place le CNT. Et quand le président Bédié avait pris cette décision, le président Laurent Gbagbo lui avait dit que c'était suicidaire. Donc je pense que stratégiquement, le président Laurent Gbagbo est conscient des enjeux, il est conscient de tout ce que ça comprend de mettre en place, de faire une insurrection, de prendre ce genre de décision-là. Il est conscient. Moi, je pense plus que le président Laurent Gbagbo sera toujours accroché à des valeurs démocratiques, donc au respect de la Constitution, au respect des valeurs démocratiques. Du coup, pour moi, les jours qui suivent, le président Laurent Gbagbo il va réaffirmer sa solidarité envers ces Ivoiriens qui ont décidé de protester contre tout ce qui se fait aujourd'hui, contre, je dirais, ce qu'ils estiment d'antidémocratique. Et donc, pour ma part, il va juste affirmer sa solidarité envers ces personnes-là. Mais pour aller un peu plus loin, lorsqu'on revoit un peu le communiqué qu'a fait le secrétaire général du PPACI, Gervais Tiédé, en fait, il est revenu sur les dérives qu'il y a eu, notamment la mort du jeune, comme on l'a dit tout à l'heure, et aussi il y a eu la mort d'un bébé. Mais la mort de ce bébé de 2 ans n'a pas été évoquée, je dirais, par le gouvernement. Voilà, parce que apparemment le bébé serait mort d'asphyxie suite au gaz lacrymogène. Vous voyez? Et donc là, je pense que là, peut-être le gouvernement n'aurait pas pu c'est-à-dire dire que ça ne vient pas d'eux, parce que les gaz lacrymogènes, on sait à qui ça appartient et qui l'a fait. Donc je veux dire que ils ont aussi réaffirmé aussi, ils ont aussi parlé aussi de cette mort-là qu'on qualifiait par moment dans le communiqué, c'est-à-dire que le jeune avait été atteint par un projectile. Des personnes non identifiées à bord d'un 4x4 qui aurait occasionné cette mort-là. Donc, ils sont revenus aussi sur cette mort pour dire non, ces individus n'étaient pas non identifiés, mais on savait qui c'était. Donc là, le PPACI, à travers son communiqué, est revenu sur ces 2 morts-là et les a attribués à des, je dirais, dérives policières. Donc, je pense que les jours à venir, on attend aussi le communiqué soit du gouvernement ou de la police pour essayer de faire de la lumière sur toute cette histoire-là. Donc, je pense que en gros, c'était de prendre officiellement la parole quant à ces 2 dérives-là pour nous faire comprendre à la communauté internationale et nationale que ça vient effectivement de la police et non des individus non identifiés. Merci Jean-Yves. Pour clarifier un peu les choses, effectivement, quand on lit le communiqué, on voit que le bilan provisoire présenté par le parti fait état de 2 morts, dont un bébé de 2 ans asphyxié par des gaz lacrymogènes à Abié, dans le département d'Abdzoupé, et un jeune du nom d'Alouan Ernest tué à Bonoa. Donc voilà. Le parti aussi parle de 30 blessés et plus de 700 interpellations, dont 65 personnes placées sous mandat de dépôt au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Norbert, on sait qu'en début de semaine, le PPACI, le Front commun, avait appelé à une mobilisation permanente. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les images qui remontent, cet appel a été entendu? Ou quelque chose est en train de se passer dans ce pays chaque jour, finalement, selon vous? Moi, je suis à 6000 km des lieux, donc je ne vous donnerai que les informations que j'ai, et je n'en ai pas particulièrement. J'entends des choses, il y a tellement de nouvelles et de fausses nouvelles que je préfère être très prudent sur la question. Mais je voulais dire un mot au sujet de Laurent Gbagbo. Oui.
presque tout a été dit, presque tout est fort bien. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que vient de dire Jean-Yves, si vous me le permettez, concernant la personne de Laurent Gbagbo. Pour dire que si le Conseil stratégique et politique a annoncé que Laurent Gbagbo allait prendre la parole, moi j'ai compris que c'est parce que la parole du chef était attendue. Et quel chef? Parce que quand on a un chef tel que Laurent Gbagbo à la tête du Front commun, c'est vrai que sa parole peut faire changer les choses, tout porter. Puis ce que je voulais ajouter, qui n'a pas été dit jusqu'à présent, mais peut-être attendait-on mon intervention pour le dire, c'est qu'au-delà du fait que Laurent Gbagbo soit un homme d'État légaliste, c'est aussi un homme courageux. Ça, je l'ai vu de mes yeux, vu sur place, hein, pour le coup, j'ai constaté que le courage de Laurent Gbagbo était à nul autre pareil. Je n'ai jamais vu un homme ailleurs dans le monde qui a démontré aux yeux de tous un tel courage. Alors, que peut dire un homme d'État légaliste et courageux tel que Laurent Gbagbo? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. J'attends beaucoup, avec impatience. Je suis très impatient d'écouter ce que va dire Laurent Gbagbo. Et je pense que c'est tout un peuple qui est comme moi, peut-être même également comme ces spin doctors volontaires, spontanés, enthousiastes et bénévoles. Je ne suis pas sûr qu'il les écoutera. Je pense que... Ah ben non, président, c'est pas vous qui s'adressez, rassurez-vous, non. Ah si. Ah ben non, pas du tout. Il a cité personne, non, président, non. Bon, je l'ai senti comme une attaque personnelle. J'aimerais rebondir sur le premier volet dont Norbert n'a pas voulu répondre. Parce que j'entends effectivement beaucoup de personnes évoquer un flop, d'accord, des appels à la mobilisation. Justement, c'est... Ouais. Et c'est intéressant. Parce qu'il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, quand vous regardez depuis les années 2000 jusqu'à la fin de la crise post-électorale de 2010-2011, l'imaginaire, le subconscient de l'Ivoirien a une façon de voir, de comprendre les mobilisations. Vous savez, en 2004, c'est très important, ce fameux appel d'accord, de M. Charles Blé Goudé, effectivement, sur les antennes de la radio-télévision ivoirienne, a marqué véritablement l'imaginaire de l'Ivoirien. C'est-à-dire ces mobilisations à la place de la République, et ces mobilisations spontanées. Pour les Ivoiriens, ça a été effectivement une mobilisation réussie. Mais en quoi est-ce que c'est spontané? Puisqu'il y a eu un appel. Quand il y a un appel, ce n'est pas spontané. Voilà, donc non, juste pour rectifier ton terme, c'est tout. Non, on parle de spontanéité, Président. Il s'agit de spontanéité lorsque personne n'a appelé, chacun s'est levé de chez lui à la maison. Non, Président, là c'est une erreur, en fait. C'est une erreur. C'est une erreur d'après... Non, écoutez. Spontané. Non, spontané, écoutez, on peut, d'accord, de façon personnelle, poser une action spontanée. Mais une action aussi spontanée peut être poussée par quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Effectivement. Mais oui, bien évidemment. Parce que l'appel de Charles Blé Goudé... Attendez. L'appel de Charles Blé Goudé, avant que Charles Blé Goudé ne fasse cet appel, les Ivoiriens étaient chez eux, en train de constater. Si vous dormez, levez-vous. Si vous mangez, levez-vous. Qu'est-ce qu'on a eu? On a une convergence qui s'est faite de façon spontanée. C'est ce que je suis en train de vous dire. Alors, de toute façon, c'est un détail qui n'est pas important. On va aller, en fait, donc dans l'imaginaire de l'Ivoirien, c'est cela un appel réussi, c'est cela une mobilisation réussie. Nous avions eu 2020, et je me rappelle, ici, sur ce plateau, j'avais dit à mes chers amis que 2020 n'est pas 2025. Ils ont commencé à rigoler, le président rigolait, mais qu'est-ce qu'il dit, le jeune homme? Alors, aujourd'hui, le 11 dernier, le samedi, effectivement, il y avait une marche. Cette marche a-t-elle réussi ou pas? Moi, je vous dirais oui. Pourquoi? Pour deux choses. On avait un itinéraire bien précis. Cet itinéraire était de l'hôtel Ivoire à Sokosé. C'était pas de l'hôtel Place Saint-Jean. Place Saint-Jean. Oui, Place Saint-Jean. Place Saint-Jean, l'église, oui. Place Saint-Jean. Jusqu'à Sokosé. Jusqu'à Sokosé. Mais déjà, sur la place aussi de l'hôtel Ivoire, on avait... De la Place Saint-Jean. L'itinéraire était précis. Place Saint-Jean. Ok, bon. De Cocody, d'accord, on va dire. Oui, allez-y, ça. Et simplement à Cocody. Ok, on a eu, les forces de l'ordre présentes sur tout l'itinéraire. Beaucoup de personnes sont données à cœur joie. Ah ben en fin de compte, c'est un flop. D'accord, c'est un flop parce que personne n'est sorti. On avait évoqué les intempéries avec la pluie qu'il y avait et autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu de sortie? Oui, il y a eu des sorties éclatées au sein d'Abidjan. Le même jour,
il y avait effectivement un événement à Daloa, qui était l'ouverture, d'accord, de la campagne de M. Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que le président, qui est un président quand même renommé dans le cercle des journalistes, est-ce qu'au niveau des dépêches, ce samedi, vous aviez vu un focus qui était assez accentué sur la campagne de M. Ouattara? Non. On a plus parlé de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc il y a un premier coup médiatique. Il y a eu un premier coup médiatique sur le désintérêt de cette campagne. Je chute. Voilà. Alors, par la suite, on a eu ce qu'il y a de graduel. On est passé d'une marche qui était prévue pour le 11 à une marche programmée tous les jours, quotidienne. Alors, dans le sud de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'Agnébi, le pays Aké et autres, est-ce qu'il y a des sorties? Oui, parce qu'on a parlé d'un bébé asphyxié, c'était à Adzopé. D'accord? On a aussi dans l'ouest, à Gagnoa, il y a eu des événements. Même à Guibérois, il y a eu des événements. Et les événements continuent jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est qu'hier, par exemple, Mme Pucheri Balé a évoqué le cas d'une perquisition de personnes encagoulées chez les amis à elle. Ouais. Les images ont fuité. Nous sommes toujours dans cette dynamique. Je dis bien nous sommes parce que moi j'assume clairement, je suis contre le 4e mandat. Et je n'ai même pas honte de le dire. Donc cette dynamique aujourd'hui, elle existe. Comme président. Non, cette dynamique, elle existe. Mais le seul truc, c'est que je veux faire comprendre quelque chose de très important. Je m'arrête là. Ouais. Une marche. D'accord? Une marche ne se démontre pas. Une marche qui est programmée dans le temps ne se démontre pas, d'accord, par un attroupement sur un seul espace. Parce que dans l'imaginaire des Ivoiriens, ils pensent qu'il faut avoir 1 million de personnes sur un tronçon et crier « Ouattara dégage, Ouattara part ». C'est pas ça. Une marche, c'est sur l'ensemble du territoire. C'est sur l'ensemble du territoire. Donc je voulais lui dire que ça. Bon, merci. Oui. Pour terminer, je pense que ce communiqué et puis ce conseil stratégique aussi a été mis en place pour aussi faire un appel du pied au PDCI qui jusqu'à présent, pour moi, est resté un peu, je dirais, un peu muet. Parce qu'on a le grand V Baoulé qui jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mobilisation, en tout cas pas en ma connaissance. Par contre, c'est-à-dire à l'ouest, on sait qu'il y a les manifestations, il y a des mobilisations à l'ouest, à l'est et puis aussi au sud, voilà. Mais dans le Grand Baoulé jusqu'à présent, et on a assisté aussi à l'intronisation du président Alassane Ouattara comme, je crois, je pense que, attention pour clarifier, je pense que M. Picasse, dans sa prise de parole, a dit au nom des alliés et tout. Hein, tout à fait. Je pense que, on est d'accord ou pas, rassurez-moi. Non, c'est pour ça que j'ai parlé d'un appel du pied, c'est-à-dire on montre que quelque part, on doit tous rester soudés, on doit tous se mobiliser autour de cette cause commune-là. Ok. Et dans le Nord, Carlyle, est-ce que dans le Nord, on a... Est-ce que je peux... parce que par deux fois, la ligue du boycott a été longue. Non, pas du tout. Alors là, j'ai rien dit, moi, sur la situation sur le terrain. Premièrement, au-delà, après l'exégèse de la marche de mon frère à tout blanc, j'aimerais faire des rectifications en toute camaraderie. Quelque chose de spontané n'est pas suscité. Quelque chose de spontané n'est pas suscité. Quand il y a un appel, c'est qu'il y a quelqu'un qui a suscité. C'est l'appel qui suscite. Donc, il n'y a pas de spontanéité. Ça, c'est clarifié, président. Ah, c'est clarifié. Deuxièmement, une marche, c'est un déplacement d'un point A à un point B. C'est ça une marche, qu'elle soit en termes de manifestation, de quoi que ce soit. Une marche, même quand je fais ma petite marche pour mon bien-être, tous les matins chez moi à Courbevoie, je quitte un point A pour aller à un point B. Ce n'est pas quand je reste statique et que je fais quelques agitations que je suis en train de marcher. Donc du coup, ce qui s'est passé tout dernièrement à Abidjan, le 11 octobre dernier, ce n'est pas une marche. Il y a eu des éléments, des points de contestation parce que des Ivoiriens ont été réprimés dans leur volonté de marcher. Ça, c'est un fait. Bien. Ce que je désapprouve du point de vue par rapport à... J'estime que l'État de Côte d'Ivoire devait laisser le Front commun marcher. Ils ne l'ont pas fait, ça a créé des points, comme je le dis tantôt, des points de contestation. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, soyons un peu, je dirais, lucides. Nous tous, nous avons vu les contestations de la désobéissance civile de 2020. Ça a été plus corsé que ce qu'on voit là. Ce n'est que le début. Je ne dis pas, d'abord même, je ne souhaite même pas ça. Ah oui, bon. Mais en termes d'observation froide. Pourquoi le remarquer en termes d'observation froide, 2020 a été plus corsé que ça. Non, mais attends, Ouattara allait aux élections. Il a été élu. Non, mais... Et
il a fait son troisième mandat, que certaines personnes sont venues saluer et lui ont donné du Monsieur le Président. Je dis ça et je poursuis pour dire. On a dit ici que Laurent Gbagbo a des principes et des valeurs auxquelles il est attaché. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Laurent Gbagbo ne veut pas finir sa vie avec cette notion de voleur qui est marquée sur son nom. Ça, c'est son combat. Je suis d'accord avec lui. Il va se battre pour que cette histoire de voleur, braqueur de banque, là, ça quitte sur son nom. Ça peut quitter. On peut trouver une solution politique là-dessus. Cependant, et c'est toujours moi ma position, est-ce que c'est l'unique et la seule façon de permettre que Laurent Gbagbo rentre, soit réhabilité, ou que les principes et les valeurs de Laurent Gbagbo, que nous partageons tous ici sur ce plateau, c'est-à-dire les principes du respect des libertés individuelles et collectives, est-ce que c'est la seule façon, en engageant leurs partisans dans un rapport de force avec les pouvoirs publics? Je ne partage pas cela. Voilà pourquoi je dis, en étant contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara, je dis que la seule et unique façon de le battre, c'est dans les urnes. D'accord, président. Norbert veut vous répondre, je crois. Allez-y. Non, juste Si Norbert me répond, je vais lui répondre. Oui, non, parce que je lui répondais. Non, parce que... Vas-y, Norbert. Non, mais enfin, la réussite ou l'échec d'une marche, elle a lieu ou elle n'a pas lieu. Petit exemple historique douloureux d'ailleurs pour les Ivoiriens. 16 décembre 2010, les forces nouvelles de Guillaume Soro veulent marcher sur la RTI. Les forces nouvelles de Guillaume Soro n'ont pas réussi à marcher sur la RTI. C'était donc, à entendre la définition du président Oro, un échec. Et pourtant, le 11 avril 2011, Alassane Ouattara a été installé à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'était lui qui voulait cette marche. Ça a été un échec, mais ça ne l'a pas empêché de réussir. Il faut arrêter avec ces histoires. Il faut dire ça en Toumla. C'est un Toumla qui dit que la marche du 11 a été une réussite. Non, mais parce que il dit que ça n'a pas été une flop. Non, mais, ça n'a pas été un flop. Bon, allez-y. Marche. Justement, on cherche à contraindre une marche. On contraint une marche, on l'empêche, on l'interdit, et ça métastase ailleurs. C'est exactement comme une forme de contagion qui s'est... Et d'ailleurs, pas loin... Quand c'est pour Soro et Ouattara, c'est échec. Quand c'est pour Laurent Gbagbo, je suis en train de dire... c'est réussi. Je pense que le président n'a pas bien compris ce que je voulais dire. On va passer à l'autre thématique. On va dire que la marche du 16... Bon, pardon, oui, c'est de ma faute. Je n'explique pas bien, à moins que peut-être que quelqu'un ne comprenne pas. La marche du 16 décembre 2010, qui s'est terminée par un échec, n'a pas empêché par la suite son instigateur Alassane Ouattara de s'installer dans le fauteuil présidentiel. C'est ça que je veux dire. J'aimerais qu'on écoute le procureur qui s'est exprimé hier, s'il vous plaît. Merci. En ma qualité de procureur de la République d'Abidjan, je suis donc le directeur de la section antiterroriste. Je voudrais apporter quelques précisions concernant les enquêtes qui sont en cours. Et je dis et je le répète, à la lumière des différentes déclarations qui ont été faites devant les officiers de police judiciaire, nous retenons qu'il ne s'agit pas d'une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral qui a interdit la manifestation du 11 octobre 2025. Mais ceux qui estiment que cet arrêté leur porte un grief, il leur appartient de saisir le Conseil d'État pour demander un sursis à exécution. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mises en cause, il ressort ceci. Chers compatriotes ivoiriens, je suis un ex-militaire. Je vous donne quelques stratégies pour paralyser la ville et empêcher le 4e mandat illégal. C'est fixer des objectifs clairs et atteignables. En une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser
les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur, il faut brûler les voitures de police, les préfectures, commissariats, magasins des Libanais et Français. Il faut mettre le feu à tous les carrefours de nos quartiers pour empêcher la police de rentrer et créer des groupes stratégiques dans chaque secteur. Voici des déclarations graves et des publications qui ont été faites à travers plusieurs groupes WhatsApp. Je voudrais encore attirer votre attention et lancer cet appel à l'endroit de la jeunesse. Vous êtes ceux-là même qui ont été invités à envahir les rues. Je vous dis de penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection. Je vous dis, et avec toute la gravité, que mon parquet va avoir la main lourde lorsque nous allons prendre nos réquisitions à l'audience. Pour le moment, nous avons interpellé environ 700 personnes. Bon, alors, on vient d'écouter le procureur, Koni Bramanoumar. Norbert, réaction? Ah oui, réaction tout de suite. Monsieur le procureur vient de violer un principe sacré en droit, le principe de la présomption d'innocence. Il a cité ce qu'il avait trouvé dans un téléphone portable, une personne qui est peut-être coupable, mais qui n'a pas été jugée. En second lieu, en révélant un tel contenu, monsieur le procureur serait dans la légalité si ça servait à faire avancer l'enquête. Mais quelle enquête et pourquoi l'a-t-il fait? Deuxième, je ne sais pas, je voudrais m'adresser à... je voudrais que Maître Kakou contrôle un peu ce que je viens de dire, mais c'est grave quand même, c'est grave de faire ça. Et je pense que lui, il est le plus habilité, et surtout, il a moins de risque, parce que puisqu'il parle à son confrère. Bon, pas mon confrère, non. Enfin, vous êtes dans le même... Voilà, le procureur, hein, c'est l'exact opposé de ce que je suis, moi, avocat de la défense. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette sortie du procureur de la République? Il dit plusieurs choses, hein, monsieur Koni Bramanoumar. Il dit d'abord que l'arrêté, il se conteste devant le Conseil d'État par un sursis à exécution. Cet arrêté-là, qui paraît la veille donc, de la marche du 11 octobre dernier, juridiquement, il est inexact. Pourquoi? Parce que de ce que nous savons, le Front commun n'a fait aucune déclaration préalable, en tout cas aucune démarche pour informer et pour demander donc, cette autorisation de marcher. De sorte que l'arrêté pris sur la base de rumeurs, parce que c'est ce que nous dit cet arrêté-là, pris sur la base de rumeurs issues donc, des réseaux sociaux, il est sans objet. Juridiquement, une rumeur, ce n'est pas un élément qui suffit à interdire une marche. Donc, on ne peut pas, et le Front commun ici n'aurait pas pu contester devant le Conseil d'État un arrêté qui est lui-même illégal. Vous voyez? Parce qu'ici, il n'y a pas d'objet. Ouais. On ne vous a rien demandé. Ouais. Vous voyez sur les réseaux sociaux et vous dites on interdit une marche demain. C'est sans objet, donc c'est déjà illégal. Mais sinon, la voie appropriée, évidemment, si le Front commun avait fait une demande d'autorisation, que cette marche-là lui était interdite, ils auraient pu à ce moment-là, oui, saisir, comme l'a dit le procureur de la République, le Conseil d'État. Donc ça, c'est la première précision juridique que j'ai à faire de la lecture des propos du procureur. Il nous dit une deuxième chose. 700 personnes seraient aujourd'hui détenues à la suite donc, de ces contestations. Interpellées, mais faudrait-il encore sur ce point-là que les situations soient clarifiées? Vous voyez, moi je suis... 700, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Ça rejoint ce que disait le Front commun aussi, donc on peut être d'accord en disant qu'il y a 700 personnes aujourd'hui sous main de justice. Est-ce que toutes les personnes interpellées l'ont été parce qu'elles étaient en train de manifester? Moi j'ai un cas qui est personnel, mon cousin, qui est originaire d'une ville qui a été impliquée, malheureusement, et touchée par un drame, le jeune Kofi Alouan. Eh ben, dans cette ville-là, Beaunois, pour ne pas la citer, j'ai un cousin qui est footballeur, amateur certes, mais footballeur, qui était simplement assis devant son domicile, qui ne manifestait absolument pas et qui a été pris. Et depuis 72 heures maintenant, on ne sait pas où il est. Donc ça, c'est une question qui se pose. Est-ce que tous les individus interpellés l'ont été parce qu'ils étaient en train de commettre des faits ou est-ce qu'il y a une présomption de commission, de participation à ces attroupements parce qu'on était sur la voie publique? Ça, c'est la deuxième chose que j'ai à dire vis-à-vis de ce communiqué du procureur de la République. Norbert parlait tout à l'heure de violation de la présomption d'innocence.
Oui, la présomption d'innocence est un principe sacro-saint en droit pénal. Et la présomption d'innocence, elle ne cède que lorsqu'on a une décision définitive de justice frappée de l'autorité de la chose jugée. Là, en l'état, le procureur qui a le droit de communiquer, je salue d'ailleurs le fait qu'il communique enfin, on l'a connu moins loquace par le passé, qui vient communiquer et nous dit des actes de terrorisme sont commis. Il ne prend pas de gants. En la matière, ce qui est conseillé, suggéré, c'est de prendre des gants, de parler au conditionnel, parce qu'il n'y a pas de déclaration de culpabilité. Donc là encore, on a un élément, on a quelque chose à redire. Ensuite, est-ce qu'il viole ici le secret de l'instruction? Non, il n'y a pas de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction. Ce qu'on peut surtout reprocher, c'est la violation de ce principe de la présomption d'innocence. Et puis je finirai sur ça, les conseils que le procureur a pu donner aujourd'hui. Moi, je me suis amusé à lire les réactions derrière des Ivoiriens. Malgré toutes les mises en garde qu'il a pu faire, malgré ses conseils de bon père de famille, puisqu'il dit qu'il faut faire attention au casier judiciaire, aujourd'hui, on a une jeunesse qui ne l'écoute absolument plus, qui ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez un peu, sous Ceausescu, en Roumanie, il y avait ces procureurs-là qui servaient un régime. Aujourd'hui, à tort ou à raison, M. Koné Braman est vu comme tel en Côte d'Ivoire. Et donc, les jeunes Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, il a beau leur dire que leur vie est en péril, cette jeunesse-là ne l'écoutera pas. Elle est convaincue de mener un combat juste pour le rétablissement de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui viendra donc donner des leçons qui seront écoutées. Réaction à l'issue, oui. Juste à la suite de ce que Maître vient de dire, il n'y a pas grand-chose à ajouter que moi je pense que le procureur, il se trompe. Ces jeunes qui descendent dans les rues et qui affrontent même la police, des fois, il y en a d'autres qui affrontent véritablement la police. Ils n'ont pas peur. Donc ce qu'il est en train de faire, tenter de faire peur à ceux-là, ceux qui ont véritablement envie d'aller les affronter dans la rue parce qu'ils ont envie de revendiquer, parce qu'ils ont envie de répondre aux appels de leur leader. C'est pas parce que tu as dit que pensez à vos casiers judiciaires ou bien j'en ai déjà arrêté 700 qui vont avoir peur. Cette logique que le pouvoir déjà par ce type de, je pourrais dire, d'instruments de la justice, de la police pour intimider une partie de l'opposition, moi je pense que ça ne marche pas, ça ne tient pas. Ce n'est pas ce qui va les décourager. Bien au contraire, ça pourrait diluer la parole du procureur. Oui, ça va diluer. Ils sont dans une logique. Pour eux, voilà, ils n'ont pas peur. C'est ce qu'on appelle la rupture. Voilà. Et puis deuxièmement, c'est grave. Au-delà, c'est grave. Aujourd'hui, ceux qui croient véritablement en cette logique de la revendication dans la rue, ils savent les risques qu'ils courent. Donc, à le rappeler, c'est comme si, voilà, pour eux, c'était bonbon. Pour moi, le procureur, il est dans sa logique d'intimidation. Est-ce que ça va avoir un impact? 700 personnes qui sont interpellées, je ne sais pas. Je sais que depuis déjà près de 20 ans, la MACA est surpeuplée. Pôle pénitentiaire. Bon, le pôle pénitentiaire d'Abidjan est surpeuplé. Je ne sais pas tout seul, on les met où? Mais vraiment, bon, dans ce pays-là, en tout cas... 700 interpellations et selon le PPACI, 65 personnes placées sur... Non, on ne sait même pas où les autres sont. Il n'y a pas 700 personnes. Rassurez-moi, si je me réfère au communiqué du... Alors, il n'y a pas encore... Il n'y a pas 700 personnes placées en mandat de dépôt. Non. Ben, ils sont interpellés. Je présume que normalement, soit ils sont dans un commissariat ou voilà, ils sont... Donc, pour préciser aussi les choses, genre, il regardait, il dit le parquet aura la main lourde lorsqu'il s'agira de prendre des réquisitions à l'audience des personnes interpellées. Est-ce que lorsque vous l'entendez, vous avez un peu peur aussi ou pas? Non, le président l'a si bien dit tout à l'heure, ça ne peut pas effrayer les gens. Tu sais, lorsqu'on est dans une démarche, lorsqu'on est on a cette soif-là de liberté, rien ne peut arrêter personne. Mais surtout pour revenir avec le timing, moi c'est surtout ça, le timing, c'est-à-dire ce communiqué ou du moins cette déclaration a fait suite au communiqué, je crois, la veille ou le même jour qu'on avait eu de Amnesty International qui demande à ce que les manifestations ne soient plus réprimées. Voilà, donc je pense que le communiqué du procureur, c'est pour justement répondre, en fait, pour faire comprendre à Amnesty International que ceux qui ont été arrêtés, en vrai, on les arrête parce qu'ils sont dans un plan un plan terroriste. Voilà, et donc, quelque part, je veux dire que diplomatiquement, ils essaient aussi de se couvrir, ils essaient de justifier leurs actions. Mais, comme Maître l'a si bien dit tout à l'heure, pour moi et pour la majorité des Ivoiriens, on voit que ce n'est pas le cas. Et il y a une deuxième chose.
j'aimerais qu'on s'entende sur certains propos. On a tendance à entendre ces jours-ci là qu'on ne marchez pas pour un homme politique. On ne marche pas. Non. Lorsque les gens sortent pour marcher, ce n'est pas pour un homme politique. Hein. C'est parce qu'eux-mêmes, ils estiment que leurs libertés sont empiétées. Donc, c'est en ce moment-là que ces personnes ont décidé de sortir. Aucun homme politique n'a lancé de mot d'ordre. C'est la population qui a estimé qu'elle avait soif de liberté et elle est sortie. Donc, aujourd'hui, quand on essaie de faire croire aux gens que vos casiers judiciaires seront... Vous aurez des casiers judiciaires et à la suite de ça, vous ne pouvez pas faire ça à votre avenir. Non. C'est justement cet avenir-là que les gens veulent préserver. C'est pour cela qu'ils sortent. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec ce vocabulaire-là. Ça ne fera personne. Les gens, ils sont en soif. Je pense que le plus important serait de s'asseoir tous à une table de discussion pour essayer d'échanger, pour essayer de s'entendre et essayer d'encadrer ces marchés-là. D'autant plus que lorsqu'ils marchent, ils ne cassent rien. Et le procureur, il a mentionné beaucoup de choses. Il a dit qu'ils étaient dans un plan commun. Est-ce que le fait d'appartenir à un groupe WhatsApp, parce qu'il a déclaré une seule personne, est-ce que le fait d'appartenir à un groupe WhatsApp sous-entend qu'on va participer à cette action-là? Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont vraiment pas claires et à la suite de ça, il estime que ces personnes-là sont des terroristes et c'est pour cela qu'elles ont été arrêtées. Franchement, je pense que c'est léger et pour un procureur, il y a beaucoup de choses à revoir. J'estime en tout cas pour ma part. Sur la qualification de terroriste, c'est vrai que j'ai aussi bondi de ma chaise quand je préparais l'émission, quand j'ai écouté quand même le procureur. Oui. Est-ce que le Front commun a des ambitions, selon vous, terroristes? Bon, alors, je pense que ce qui est dommage, c'est que le procureur se met dans une posture, en fait, qui est vraiment partisane des politiques. Il faut qu'on se le dise vraiment. C'est clair. Parce que si vous regardez chronologiquement, le discours, en fait, il n'est pas nouveau. Le discours en fait du procureur, moi je l'ai entendu en fait, de la part de M. Apalo Alexandre Touré à couper aux populations. Apalo, le patron de la gendarmerie. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Ouais. C'est quasiment, les discours sont quasiment similaires. C'est-à-dire que les jeunes sont manipulés, envoyés par des hommes politiques qui sont dans l'arrière, qui sont en arrière. Et puis il y a un élément qui est très important. M. Apalo Alexandre Touré disait quelque chose. Pour l'instant, nous agissons de manière moyenne. Nous allons agir bientôt de manière forte. Il y a un aspect graduel. Il y a un aspect graduel dans la chose. Et nous entendons le procureur à la fin, il dit « mon parquet aura la main lourde ». En fait, limite, c'est une menace. Oui, c'est une menace. Mais ce qui est encore plus grave, c'est la notion de terrorisme. On l'a eu aussi dans le cas en fait, de sa séance de pédagogie sur la cybercriminalité, avec la fameuse convention de Budapest. Ah oui, il faut le dire. Parce qu'il avait évoqué, effectivement, oui, en évoquant effectivement le terrorisme, il avait évoqué la Convention de Budapest, mais il était plutôt dans un relan en fait, des sensibilisations préélectorales. Il ne souhaitait pas en fait, que les personnes sur les réseaux sociaux aient des propos incendiés. Mais bon, il a parlé de cybersécurité, il a attrait en fait, au terrorisme. Aujourd'hui, c'est des manifestants, et il fait une corrélation avec ces interpellations et au terrorisme. Où je rejoins Jean-Yves, effectivement, on a eu le communiqué d'Amnesty International qui insistait bien évidemment aussi sur un article important de notre Constitution, qui est l'article 20 de la Constitution, et un droit fondamental aussi de manifester. Et ils ont bien évidemment aussi rendu hommage à ces victimes, M. Alouan et la jeune victime d'Adzopé, si je ne me trompe pas. Mais M. Alouan, en tout cas, je me rappelle, qui était mentionné. Mais je crois qu'il y a une autre victime. À l'ouest, c'est celui qui a été percuté par un véhicule. La victime de Bonois a fait quand même l'objet de plusieurs papiers, par la presse française surtout, c'est ce qu'il faut préciser. Oui, tout à fait. Et effectivement, pour rejoindre le président, effectivement, Damana Picasse, lui, dans son discours, a évoqué effectivement ce jeune, je crois, collégien ou lycéen. Oui, lycéen, qui s'est fait percuter par un véhicule de police. Mais pour terminer, Carly, si tu le permets, moi, le procureur, il est dans son rôle. Mais je trouve que il y a beaucoup d'exagération. On a l'impression qu'il est sorti dans un timing pour effrayer, dissuader, d'accord, peut-être avant ce week-end, peut-être avant le discours aussi du président Laurent Gbagbo. Parce que personne n'a évoqué le fait que sa résidence aussi, le président Gbagbo a fait l'objet d'un blocus. Oui. Temporaire. Oui, exactement. Ah ben personne n'a évoqué dans les différentes prises de parole. Le fait qu'il ait été temporaire, ça dilue, ça adoucit la faute. C'est temporaire, tu vas pour ben moi. Non, je te demande. Après, ça pose je dirais que temporaire. Non, parce qu'il est temporaire, c'est pas trop grave. Non, j'ai dit temporaire. Est-ce que j'ai fait un autre commentaire? Terminé. Est-ce que j'ai fait un autre commentaire? C'est j'ai mis d'autres épithètes.
On termine avec Norbert et on ouvre le journal de la campagne. Oui, je dis que le camp Ouattara est coutumier du fait. Laurent Gbagbo et Charles Bégoudé ont été jugés pendant de très longues années, plus de 6 ans par la Cour pénale internationale, au motif qu'il y aurait eu un présumé plan commun d'extermination d'une partie de la population ivoirienne. La Cour a jugé, ils ont été totalement innocentés en première instance et en appel de cette accusation. Il n'y avait donc pas de plan commun. Et là, ça recommence. Voici que le Front commun aurait des présumées menées terroristes. Non mais c'est toujours la même chose. Et le procureur va jusqu'à commettre des fautes de procédure pénale face caméra pour tenter d'accréditer un narratif. C'est toujours la même chose. Alors que ça ne tient pas debout. Dans la mesure où, répétons-le, Laurent Gbagbo est un homme d'État légaliste, il l'a toujours été et il le sera toujours. En 2020, il était contre le CNT et pendant toute sa vie, il l'a montré. Et deuxièmement, le front commun de l'opposition PPACI plus PDCI est tellement majoritaire que ce point n'est besoin d'aller faire du terrorisme. La seule manière d'éviter que ce front commun prenne le pouvoir, c'est de l'empêcher de compétir à l'élection présidentielle, c'est donc de commettre une faute démocratique. Alors du coup, on se réfère à un narratif bidon qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Non, il n'y a pas besoin de faire du terrorisme quand on peut s'appuyer sur une majorité de la population. Mais majorité qui est justifiée, majorité qui est une minorité pour le ministre de la Défense et qui justifie le 4e mandat. Bien. Pour moi, tout simplement ajouter que, oui, justement, voilà un nouveau fourre-tout qu'on vient de nous ajouter. Avant, c'était atteinte au trouble à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État. Maintenant, c'est à terrorisme. Terrorisme. Wow. C'est graduel. Comment dire en latin? Vous qui étiez en France au moment du Bataclan, franchement, quand on attend comme ça, les mots sont forts quand même. Carlyle, excellente référence. Et souvenez-vous, première cohabitation en France entre 86 et 88, oui. Manifestation au quartier latin, un jeune meurt d'une crise cardiaque parce que il avait une petite faiblesse cardiaque. Aujourd'hui, plusieurs places et rues de France et collèges de France portent son nom. Un certain Malik Ousekine. Imaginez une demi-seconde ce qui se serait passé en France s'il y avait eu un bébé qui était mort asphyxié par les gaz lacrymogènes et un jeune tué par balle. Imaginez. Merci beaucoup. Merci Jean-Yves d'avoir abordé aussi la situation du bébé. Je regardais dans la presse internationale ce matin, je n'ai pas vu, même la presse nationale ne fait pas véritablement écho. C'est plus des photos sur Facebook et tout. Bon. Merci beaucoup. Le journal de la campagne. Ça, c'est une séquence beaucoup appréciée par la Ligue du vote. Donc, je reste avec eux, notamment avec Maître Kakou. Mais nous aussi, on a le droit. Hein. Mais vous ne voulez pas voter. Oui, mais on a quand même, on a apprécié, on analyse. Ça ne vous intéresse pas la campagne? Jean-Luc Bion était à Dabou ce jeudi où il s'est fait le représentant, je cite, de la nouvelle génération. Il souhaite révaloriser les agents de santé, les enseignants, les fonctionnaires. Comment vous observez sa campagne, Maître Kakou? Est-ce que Jean-Luc Bion est en train de conquérir le cœur des Ivoiriens petit à petit? Jean-Luc Bion fait campagne, Simone Gbagbo fait campagne. Jean-Luc Bion. Awa Dombello fait campagne. Moi, de manière générale, je ne vais pas rester sur l'un de ces candidats. On peut observer quand même que cette année, ces candidats-là sont au niveau. Sont au niveau en termes de communication digitale et en termes de propositions. Les débats d'idées, ça manque en Côte d'Ivoire, cruellement. Je pense que depuis les années 90 à ce jour, on a rarement entendu des hommes politiques parler d'idées, de ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, malheureusement, cela est étouffé. Hein. Les propositions qui sont faites sont étouffées par le cri de colère du Front commun. Mais on a pourtant de belles idées de part et d'autre. Awa Dombello notamment, Simone Yvé aussi, et puis M. Jean-Louis Billon. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, l'issue n'est pas déjà jouée? Nos partisans de la Ligue du boycott, pour eux, l'idée est toute faite. Le président Alassane Ouattara sera élu. Moi,
Oui, je crois au vote, puisque aujourd'hui, dans cette logique-là, seul cet instrument serait de nature à préserver des vies. Moi, c'est surtout sur cet angle-là que je vois les choses. Il faut saluer donc ceux qui font campagne, il faut saluer ceux qui font campagne. Vous êtes peu enthousiaste pour parler de cette campagne, maître. Je vous ai connu plus loquace. Écoutez, comment parler de cette campagne? Moi, j'aurais voulu voir une campagne avec tous les candidats. Vous voyez, tout le monde sur la même ligne de départ. Je vois la très belle campagne du RHDP. J'aurais voulu voir l'artillerie lourde aussi du côté du PDCI avec M. Tidiane Thiam qui a énormément de choses à proposer à la Côte d'Ivoire. J'aurais voulu voir la même chose du côté du PPACI. Lorsque la campagne, lorsque l'élection présidentielle ne fait pas, en tout cas, la part belle à une participation inclusive, vous comprendrez par là que mon appétit pour celle-ci est modéré parce que j'aurais voulu voir ce que les autres avaient aussi au même titre que le RHDP a apporté. Mais vous aurez voté quand même, maître. J'irai voter en conscience. En conscience. Et en responsabilité. En conscience et en responsabilité. En conscience et en responsabilité. Quand il s'agit de moi, tu ne pas vous. Vous avez dit tout le monde, soyez conscient d'avoir pris des paroles. Je ne veux pas vous voter. Pour moi, en conscience et en responsabilité, j'irai voter. Si je pouvais voter des deux bras, j'allais voter des deux bras. Mais il faudrait qu'on retienne, pour revenir sur le cas Bion, sur la question que tu as posée, revenir vite fait là-dessus avant de faire notre réflexion. Bion, Jean-Louis Bion, il se rend compte, parce qu'aujourd'hui, voici le narratif du RHDP. On a construit tel nombre d'écoles, on a construit tel nombre de dispensaires, on a construit tel nombre d'hôpitaux. Mais est-ce qu'après avoir construit tous ces bâtiments, la qualité des soins suit? Visiblement non. Pour beaucoup de raisons, surtout sur la question de la motivation du personnel et même du nombre des personnels soignants. Est-ce qu'il y en a essentiellement pas grand-chose? Parce que moi, j'ai pu aider, moi, personnellement, j'ai aidé un de mes petits-neveux pour le concours d'infirmier. Mais dès qu'il a eu son concours d'infirmier, il est parti à l'ambassade du Canada. Il allait chercher un visa. Parce que là-bas, c'est mieux payé. Et pour un aide-soignant, c'est mieux payé. Donc, en réalité, sur cette question, Jean-Louis Bion se rend compte que sur ce segment-là, il faudrait rendre ce métier, le métier de médecin, d'aide-soignant, d'infirmier, tout ce qui rentre dans le cadre des soignants, soit attractif, certainement, pour nous permettre de garder le personnel que nous formons. Mais j'aimerais venir sur l'ensemble de la campagne, comme je le disais, vite fait. Vous voyez, aujourd'hui, comme l'a dit, le RHDP déroule. On aurait aimé que ce soit le cas pour les autres candidats, Awadon Melo, Simone et Yves Gbagbo, mais ce n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, avec cette situation de manifestation éclatée dans toute la Côte d'Ivoire, la conséquence, c'est que ça va pourrir la campagne de Simone Gbagbo, ça va pourrir la campagne de Awadon Melo et polluer leur message d'un appel massif au vote. À la fin des résultats, je dirais, à la fin de la journée, on dira, ah, vous avez dit de ne pas y aller, vous y êtes allé. Voilà, Après, la majorité de l'opposition souscrit à cette thèse-là de ne pas aller voter. Et nous sommes très minoritaires. La Ligue du vote ici est très minoritaire. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc voilà, il faut avoir l'honnêteté de dire que ça va polluer les campagnes de ces deux personnalités, Simone Gbagbo et Awadon Melo. Quelquefois, on se pose la question de savoir même si ce n'est pas l'objectif. Arrête Lago était en campagne aussi, vous l'avez oublié. Oui, elle est à Daoukro, elle est auprès des populations dans le Vieux-Baoulé, elle est très présente. Ah non, elle n'est pas à Daoukro. Elle était à Daoukro hier. Hier, elle était à Tieniboué, dans la région du Béré. Où elle prône le respect des de son projet politique, ça s'entend. Jean-Yves, et puis ça va tourner. En fait, j'aimerais revenir rapidement parce qu'il y a le procureur, Brahman, il avait dit en son temps que Makosso, le soi-disant passeur, là, on aurait des nouvelles de lui et qu'il allait le poursuivre. En tout cas, il y aurait des poursuites, mais finalement, on a vu ce dernier-là a jamais en train de faire campagne. Je dis ça, je ne dis rien. Maintenant, pour revenir sur les campagnes. En fait, lorsqu'on regarde un peu, je dirais, comment est-ce que aujourd'hui le RHDP, franchement, ils ont sorti l'artillerie lourde, c'est-à-dire en termes d'investissement, ils ont vraiment sorti l'artillerie lourde. Mais moi, ce qui me gêne un peu, ce sont les propos, par exemple, tenus par certains cadres du RHDP, notamment le Premier ministre Patrick Achi, qui, lorsqu'en face des populations, on entend dire, si vous ne votez pas le président Alassane Ouattara, il va gagner et vous n'aurez rien. Franchement, ça conforte le Front commun dans sa position. Ça fait qu'aujourd'hui,
quand le Front commun dit on n'ira pas aux élections parce qu'on estime que les dés sont déjà sont pipés, alors ils justifient ça en fait. Et donc à un moment donné, il faudrait que nos responsables politiques aussi soient responsables dans leur prise de parole, dans ce qui, en fonction de ce qu'ils donnent comme message. Je dis ça, mais on a aussi, bon, on ne va pas s'attarder sur le RHDP, on va parler aussi des autres candidats. Lorsqu'on voit aujourd'hui le président, pas le président, mais lorsqu'on voit Awa Don Melo, je pense que lui, il est dans une campagne de proximité parce qu'on n'a pas c'est-à-dire de grande mobilisation, mais je pense qu'il est plus au contact des populations parce qu'il sait, je pense qu'il a quand même identifié son électorat qui sont les bastions, les différents bastions du PPACI. Il sait comment leur parler. Je pense qu'il est plus dans une campagne de proximité. On a la candidate Simone Évêque-Babo qui, elle, est avec Blé Goudé. Donc, je pense que Blé Goudé, il fait le travail de fond. Il aide cette femme-là à pouvoir, en fait, avoir un plus grand électorat. Mais cependant, c'est Henriette Lagou qu'on ne voit pas trop. Je pense que lorsque Mbette parlait tout à l'heure, il a même omis Henriette Lagou dans sa prise de parole. Ça montre que la candidate, elle est quand même effacée. En même temps, elle a obtenu ses parrainages, hein, donc peut-être qu'elle peut gagner un scrutin. Donc voilà, pour ne pas monopoliser la parole, je vais... Son fervent, non, on va laisser la parole à la Ligue du boycott. Si on mélange, on mélange, pique ici, il va répondre. Allez-y, non, mais s'il vous plaît. Peut-être une petite information? Bien sûr. Après l'affaire Bobaf qui n'a pas encore été démenti par le RHGP. On n'a pas et bien qui a été confirmé par le confrère d'Afrique Intelligence, qui n'est pas un petit journal, il faut préciser aussi. Ouais. Donc, vous ne dites pas des bêtises, Norbert. Merci, Carlyle. Là, j'espère ne pas en dire une, mais en fait, non, je ne vais pas vous dire une bêtise. Vous voulez qu'on parle de la campagne du RHDP? Bon, ces derniers jours, 2 médecins français ont quitté la France pour rejoindre la Côte d'Ivoire et poursuivre le candidat du RHDP en campagne. 2 médecins français sont en Côte d'Ivoire, en toute discrétion. Et ils sont en train de s'occuper de la santé du candidat du RHDP. C'est bien, on a un candidat qui sera en bonne santé, dont la santé sera surveillée. Ok. Alors, c'est une information globale Afrique Intelligence. Merci beaucoup. Alors, la campagne, c'est 10 jours. D'accord? C'est 10 jours. C'est 10 jours la campagne. Il vous reste une minute de parole. C'est 2 semaines. Non. C'est 10 jours. C'est depuis le 10 au 14. Donc ça fait 2 semaines. La campagne, c'est du 10 au 14. Président. Au 14. Donc c'est la veille, en fait, le 24, en fait, la campagne s'arrête. Oui. Et les gens votent le 25. D'accord, moi j'ai toujours cru que c'était 10 jours. Normalement, les précédentes élections... Donc quand c'est comme ça, on dit président, tu avais raison, puis on continue. Bon, président, vous aviez raison. Voilà. Donc d'accord, c'est 2 semaines. Nous sommes quasiment à 1 semaine de la campagne qui est ouverte. C'est très intéressant. Madame Lagou, en fait, elle est restée dans sa zone de prédilection. Oui, effectivement, Daoukro, Bokanda, et effectivement, parce que j'ai eu à suivre avec beaucoup d'intérêt. Monsieur Awa Don Melo, dans le sud, d'accord, dans le sud, et au niveau de Bongouanou, ils sont restés dans leur zone de prédilection. Simone Eivé, dans le sud, au niveau de Bonois, et qui est partie vers Guibérois, Gagnois. Elle est dans le nord. Elle est dans le nord. C'est intéressant, j'allais rebondir. Permettez que je termine, on n'a même pas, j'ai quelques secondes. Et la Ligue du vote. Non. Et monsieur Ouattara, Tienibo aussi, c'est dans le nord pour Madame Lagou, hein, d'accord. Et je suis en train de dire, le nord est moins fréquenté par la plupart des candidats. Bon, ils y vont là, comme ils l'ont dit. Mais monsieur Ouattara, je voulais donner une information très importante. À Bandoukou, utilisation, d'accord, abusive des moyens de l'État. Et personne, d'accord, personne, je dis bien, personne des candidats n'ont pu dénoncer cela. Donc, quand on parle du 4e mandat, il faut effectivement comprendre que ce 4e mandat est illégal. Et dans la pratique, ceux qui pensent changer les choses par les urnes ne dénoncent même pas en fait les choses qui ne sont pas en place. Non, on voit que Don Melo a contesté. La diffusion. Je n'ai pas prête à diffuser en tout cas. Les spots Non, j'ai pas eu de communiqué suite, d'accord, à la visite du chef de l'État avec l'hélicoptère d'État à Bandoukou. Il n'y a pas eu de communiqué de la part de M. Awa Don Melo. C'est très important parce que quand on compétit à part égale, on ne compétit pas avec les moyens de l'État et les autres, en fait, d'accord, sont mis en minorité. Et c'est même plus pour vous, en fait, les gens qui allaient voter. Il aurait mieux fait de prendre un Falcon Jet. On veut des candidats qui vont faire des promesses aux populations. On leur demande d'aller être des dénonciateurs. Non, ils vont aller dans la loi. Oui, il faut dénoncer. Je suis d'accord avec ça. Moralisons la vie publique. Mais aujourd'hui, sur un plateau de télé, je ne vois pas un candidat dénoncer. Mais vous dénoncez. Vous qui n'avez pas voté dénoncer. Ceux qui sont en train d'aller chercher
le suffrage des Ivoiriens, là, eux, pour l'instant, ils vont leur faire des promesses. En fait, on compétit à part égale, président. Il s'agit d'un pays. Ils en sont conscients. Moi, j'ai une info. Pour vous. Vous savez, le mandat du président de l'Union des journalistes ivoiriens en France sera remis en jeu très bientôt. Bonne soirée.